merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents. Merci, monsieur le préfet de police. Merci de venir devant ce groupe de travail qui, pour nous, était très important, puisque c'est le groupe de travail sur la logistique du dernier kilomètre, mais qui, aujourd'hui, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la... Comment tu appelles ça, Jean-Michel, la logistique ? Logistique urbaine pendant les Jeux Olympiques. C'est juste pour te donner la parole que je dis ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait évoluer ce groupe de travail qui, à l'origine, était censé et est toujours censé trouver des solutions dans le cadre de logistique du dernier kilomètre. Et Jean-Michel Ginestier s'en préoccupe. Vous avez bien travaillé, vous avez bien avancé. On va essayer d'accélérer le processus. Mais là, pour les Jeux Olympiques, forcément, il y a un problème qui se pose. Et merci, monsieur le préfet, d'avoir souhaité venir nous voir pour nous expliquer les conditions dans lesquelles vous souhaitez qu'on puisse travailler ensemble dans les jours qui viennent. Il y a des questionnements, il y a des interrogations, et vous allez certainement y répondre. Donc moi, je ne veux pas faire d'introduction trop longue, parce que je ne m'en sens pas tout à fait capable, sauf que je voudrais quand même dire que juste après votre intervention, je passerai la parole à plusieurs personnes, M. Cuneo, qui est juste en face de moi, ensuite Florent Bardon, qui est juste à côté, et puis Hélène Croze, qui est au milieu, pour qu'ils puissent chacun, dans leurs compétences, apporter les précisions nécessaires. Et lorsqu'ils auront terminé, M. Ginestier, justement, parlera de la démarche de l'UJOP, telle qu'on peut la concevoir ici. Et peut-être à ce moment-là, je pense, s'il y a des questionnements, M. Valère doit intervenir après, hein. S'il y a des questions, vous êtes là pour les poser. Je pense que vous serez d'accord pour y répondre. Bien sûr. Voilà, mais qu'on tienne la réunion dans des délais tout à fait logiques. Alors, là, aujourd'hui, on a quand même deux objectifs que l'on doit atteindre. C'est faire l'état des lieux sur les restrictions de circulation, les périmètres de sécurité et les réglementations mises en place. Ça, c'est un dada que nous avons depuis le début dans ce groupe de travail. J'ai même essayé, monsieur le préfet, de faire des réunions, Jean-Michel, des cercles de groupements de communes, 3-4 communes, pour essayer de mettre les maires au pied du mur, pour qu'ils arrivent à mieux coordonner la réglementation, pour qu'on puisse mieux circuler dans ces chapeaux. Hein. Voilà, c'est pas si facile que ça de faire en sorte que des maires voisins tombent d'accord sur les sens interdits, sur les... Voilà à quoi on s'amuse aussi. Et puis, deuxièmement, présenter les outils en termes de transport sur route, transport en commun, etc., etc. Alors, il y a des communes qui sont représentées, il y a les structures officielles qui sont représentées, puis chacun interviendra quand il le souhaitera. Moi, je suis très soucieux de favoriser les initiatives que l'État prend pour la réussite des JO. Et les initiatives qu'au nom de l'État, monsieur le préfet, vous êtes amené à prendre. Je tiens, avant de passer la parole et vous passer la parole, remercier les fédérations professionnelles qui sont mobilisées, qui sont ici représentées et qui systématiquement apportent des éléments très positifs à nos travaux. Merci aux villes et aux établissements publics territoriaux, aux EPT. Il y en a au moins 3 qui travaillent avec nous. Et puis merci aux services de l'État qui sont toujours présents et très, très soucieux de nous aider dans nos démarches. Voilà ce que je pouvais vous dire sans aller trop loin, parce que sinon j'ai 10 pages là que je pourrais lire, mais je ne pense pas que ça soit la peine de le faire, monsieur le préfet. Et non, je pense qu'il vaut mieux que l'assistance vous écoute, car on attend des orientations de votre part. Merci, Denis, d'être là. C'est sympa. Tu as quitté Aulnay malgré tout ? Oui. Ben, courage. Voilà, je pense que le moment est venu de vous entendre. Et puis ensuite, si vous le permettez, je pourrais vous poser moi aussi des questions. Combien de temps pour votre... Tant que vous voulez. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais aller très vite parce que le but, c'est qu'on réponde surtout aux questions.
Surtout qu'on parle à plusieurs voix, hein, donc notamment pour la partie État. Moi, je vais plutôt vous parler des périmètres, en fait. Hein. On a aussi le volet transport avec Florent Bardon qui est là, et puis le représentant du COJO Paris 2024, Pierre Cuneo. Juste revenir peut-être rapidement sur les périmètres, même si on a largement communiqué sur ce que sont ces périmètres de circulation, qui ne sont pas toujours compris d'ailleurs, hein, malgré les efforts qu'on a fait de communication. Donc pour planter le décor, ce que je voudrais... donc voilà, on projette à nouveau ce que sont ces périmètres. Rappelez que les périmètres, ils nous sont imposés. Hein. On ne fait pas des périmètres pour se faire plaisir, hein, vous l'imaginez bien, Monsieur le Président. On a des sites olympiques qui fonctionnent donc qui sont présents dans toute la région Île-de-France, hein, puisque le préfet de police est compétent pour toute la région Île-de-France en matière de sécurité et d'ordre public pendant les Jeux, en s'appuyant évidemment sur les préfets. Mais donc on a des sites olympiques présents dans toute la région Île-de-France, et avec deux secteurs qui sont quand même plus denses, il faut le dire. Hein. C'est évidemment la Seine-Saint-Denis, notamment autour de Saint-Denis, et le centre de Paris. Bon, on a des Jeux qui sont organisés dans le centre de Paris. Évidemment, ça génère un certain nombre de contraintes, hein, qui sont fortes, qu'on ne sous-estime pas. Et ces périmètres, ils sont indispensables. Donc vous avez sur la carte les périmètres gris qui correspondent en fait ni plus ni moins au site olympique. Donc sur la partie grisée, c'est là que se déroulent les épreuves, les compétitions. En général, il y a quelques exceptions où on a des sites olympiques pour le village, pour les villages. Et donc autour de ces sites olympiques, il y a des compétitions en continu, hein, c'est non-stop. Donc il y a du public qui s'y rend à pied. Il y a des spectateurs en nombre. Et évidemment, la cohabitation entre ces flux de spectateurs et la circulation automobile pose problème. Elle pose problème, clairement. On ne peut pas parler d'incompatibilité, c'est pas le mot. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à faire cohabiter ces deux modes de déplacement avec des spectateurs qui arrivent normalement à 100% en transport en commun. Et puis, dans ces zones, une vie qui continue autant que faire se peut normalement, et avec des accès motorisés. Donc la solution que nous avons trouvée est la suivante. Traditionnellement, quand il y a des grands événements qui se déroulent en région Île-de-France, et singulièrement à Paris, on fait toujours ce que vous avez sous les yeux. On a toujours un périmètre autour de l'événement, on a toujours un périmètre d'interdiction de circulation, c'est les zones rouges que vous voyez à l'écran. C'est toujours comme ça, périmètre d'interdiction de circulation pour permettre au flux de spectateurs d'arriver, pour éviter accessoirement des voitures béliers sur des flux de spectateurs, et puis surtout éviter cette cohabitation entre piétons et véhicules. Et puis on a toujours, ce que vous voyez en bleu, un périmètre de déviation, qui est un périmètre qui vise à éviter le transit. On veut éviter que dans cette zone bleue, on ait des véhicules qui ne fassent que la traversée. Voilà. Donc tout le monde peut y rentrer en véhicule motorisé, mais à condition d'avoir une bonne raison d'y entrer. Ces périmètres rouges et bleus ne concernent que la circulation motorisée, hein, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là. Ça ne concerne pas la circulation en piéton, en vélo, y compris en vélo électrique, bon. Et même en trottinette électrique. Bon. Ce ne sont pas des périmètres de sécurité au sens le plus strict du terme. Aucun contrôle, aucune enquête de sécurité n'est mise en œuvre pour les personnes qui y rentrent. On s'assure juste qu'elles peuvent y rentrer de manière motorisée. Dans la vraie vie et hors Jeux Olympiques, ces périmètres sont complètement étanches. C'est-à-dire qu'un périmètre rouge, normalement, on ne laisse rentrer aucun véhicule, sauf dérogation exceptionnelle. Bon. C'est ce qu'on fait pour le 31 décembre pour les festivités aux Champs-Élysées. C'est ce qu'on fait quand il y a des événements sportifs à Paris. C'est ce qu'on fait pour des concerts. C'est ce qu'on fait tout le temps. Bon. Vous comprenez bien que là, la difficulté, c'est que les Jeux Olympiques, c'est 2 fois 15 jours. Que dans le centre de Paris, on a quand même des montages qui ont déjà commencé, qui font que les zones sont déjà très perturbées, d'ores et déjà. Donc il n'était pas possible d'avoir une interdiction stricte, ferme. Et donc on a prévu, en discussion, en concertation avec tous les acteurs. Depuis fin novembre, on passe notre temps à faire des réunions publiques. Quand je dis on, c'est l'État évidemment, la préfecture de police, la préfecture de région, et puis aussi Paris 2024 et les différentes composantes de l'État, dont évidemment le ministère des Transports et d'autres, hein, le ministère des Sports. Voilà. Donc on a énormément écouté, concerté, et donc on a prévu pour l'accès motorisé à ces zones rouges énormément de dérogations. Énormément de dérogations. Je le dis parce que
je le dis, je le redis, parce qu'on entend souvent dire qu'on vient perturber la vie des gens, etc. Mais moi, sur la plupart de ces dérogations, j'ai des avis défavorables de mes services. Défavorables. Donc je passe outre, parce que je considère que le maintien de l'activité économique est importante. Mais il faut bien que vous ayez ça en tête. C'est-à-dire c'est quand même une zone, ces périmètres rouges, contrôlés par les forces de l'ordre, où on va avoir en permanence des spectateurs qui vont vers des enceintes sportives. J'entends ici ou là dans la presse, oui, mais comment je vais traverser le périmètre rouge? Mais il n'y a pas un monde où on traverse un périmètre rouge. Il y a des barrages de police, il y a des gendarmes, il y a des policiers. On y rentre quand on a quelque chose à y faire. On ne traverse pas ces zones-là, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc ça me paraît important de reposer les choses de manière claire et précise, parce que on perd de vue l'objectif du périmètre, encore une fois, qui est d'éviter une cohabitation entre des piétons et des véhicules qui serait trop dangereuse. Alors évidemment, comme on a beaucoup de dérogations, on a voulu viser les riverains qui ont des possibilités de stationner dans la zone, on a voulu viser les commerçants, les restaurateurs qui ont besoin d'être livrés, on a pensé aux livraisons, et puis on a pensé à toutes les prestations de services, tous les prestataires de services, qui doivent rentrer dans cette zone pour effectuer des travaux, les plombiers, les professionnels de santé, les médecins. Voilà, je ne vais pas vous refaire la liste des dérogations, elles sont nombreuses. Donc pour nous, la gestion de ces dérogations nous a conduit assez rapidement, et on a décidé ça collectivement avec l'ensemble des préfets, ça nous a conduit assez rapidement à conditionner ces dérogations. Alors bien sûr à des conditions de fond, il faut avoir une bonne raison pour entrer dans la zone, mais aussi à des conditions de forme, qui est l'obtention d'un QR code. Parce que sinon, c'est pas gérable. On peut pas, à chaque barrage, laisser les gendarmes, les policiers apprécier du bien fondé d'une dérogation. D'abord, ça serait très long. Ça voudrait dire que l'accès à la zone rouge, il serait long. Il y aurait des files d'attente énormes. Et puis ensuite, on dépendrait du bon vouloir de tel ou tel gendarme ou policier. Non pas de son bon vouloir, mais peut-être de sa mauvaise appréciation des conditions qui sont quand même complexes. Pour les zones rouges, il y en a 64. On a identifié 64 cas de dérogation. Donc c'est énorme. Donc on a pensé que l'inscription préalable sur une plateforme numérique était quand même la meilleure solution. Bon. Où on envoie un justificatif, ce qui nous permet, nous, de vérifier que la dérogation est fondée, et ensuite d'envoyer une attestation numérique de manière à ce que quand la personne se présente au barrage, elle n'a plus à sortir ses justificatifs, elle a une attestation numérique. Et donc les effectifs de sécurité intérieure ont ainsi la garantie que les justificatifs ont été fournis et validés. Bon. Alors, nous, on pense que c'est beaucoup plus simple pour les usagers et que c'est beaucoup plus simple pour les forces de l'ordre. Voilà. Alors, je reviendrai sur les modalités d'attribution des fameux passes. On a eu beaucoup de demandes et les passes, on commence à les envoyer maintenant. Donc, les demandes, d'ailleurs, pour les zones rouges ont un peu tardé à venir puisque les entreprises ont besoin de s'organiser, de savoir ce qu'elles vont faire. Alors, je passe les détails, mais on a facilité significativement les conditions d'obtention de ces QR code, c'est-à-dire que dans les discussions qu'on a eues, beaucoup d'entreprises nous ont dit nous, on doit livrer dans toute la région Île-de-France, on ne sait pas dans quelle zone on va aller, on ne sait pas d'ailleurs quel salarié va conduire notre camion, ou on ne sait pas quel camion va utiliser notre salarié en sens inverse, donc on a prévu la possibilité d'inscrire des flottes de véhicules, des flottes de salariés, voilà. Donc tout ça a été mis en place et est en train d'être attribué. Étant entendu, évidemment, que dans les situations d'urgence, il n'est pas nécessaire, quand on est fondé à rentrer en zone rouge, d'avoir un QR code. Évidemment que le plombier qui va dépanner quelqu'un qui a un problème de tuyauterie, ou le médecin qui doit aller voir quelqu'un en urgence, on ne va pas lui demander de s'inscrire sur la plateforme pour le laisser passer. Voilà. Bon, on le dit peu parce qu'on n'a pas envie d'être débordé par les gens qui essaieraient de contourner le dispositif en invoquant la condition d'urgence, mais on a prévu cette condition d'urgence. Les périmètres bleus, alors ce sont les plus simples, les périmètres bleus, sont des périmètres où là, pour le coup, on n'a pas prévu spécialement de QR code, parce que le principe, c'est que dans un périmètre bleu, on peut y rentrer en motorisé dès lors qu'on a quelque chose à y faire, on y habite, on y travaille, on va livrer, et on n'a pas prévu d'inscription sur la plateforme, ça aurait été beaucoup trop lourd, alors que les conditions sont quand même beaucoup plus souples, en réalité, pour y accéder. En revanche, ce qu'on veut éviter, c'est le transit. Et l'existence même de ce périmètre bleu est indicatif et pédagogique. C'est une façon de dire éviter de traverser cette zone. Voilà. Donc voilà pour le périmètre bleu. Pour le périmètre rouge, j'ai oublié d'indiquer quelque chose qui intéresse votre groupe de travail, évidemment, au plus haut lieu. C'est que pour les livraisons, c'est-à-dire tout ce qui est livraison avec des véhicules lourds ou les opérations de maintenance avec des véhicules lourds, on a prévu des heures de livraison.
donc précises, qui ont été rendues publiques il y a peu, parce qu'il a fallu y travailler, c'est compliqué, qui correspondent en fait au début des sessions sportives. C'est-à-dire qu'on permet les livraisons une fois que la session sportive a débuté et qu'il n'y a plus de flux de spectateurs qui se dirigent vers les sites. Et on a prévu qu'elle s'interrompe une demi-heure avant la fin de la session. Ça fonctionne sur tous les sites olympiques, sauf sur Saint-Denis et sur le centre de Paris, où on a fixé pour certains sites des horaires de manière arbitraire, qui ne correspondent pas à la règle générale que je viens d'énoncer. Voilà pour les sites, très rapidement. Pour les courses en ligne, c'est la même chose. Pour les courses en ligne, on a aussi un périmètre rouge autour des compétitions, mais qui là est complètement différent, parce que là, vous rentrez dans un périmètre. Alors les courses, il y a la course cycliste, il y a le marathon, il y a le contre-la-montre, la course en ligne pour le cyclisme, le marathon, il y a un marathon de masse aussi ouvert à tous. Bon, là, évidemment, quand les véhicules rentrent, là, vous vous retrouvez avec des vrais gens qui courent sur la route. Donc bon, en vélo ou à pied, c'est quand même un peu compliqué de prévoir des dérogations. Donc il y en a en fait très peu, et il n'y a pas de QR code. On appréciera tout au barrage de police. Voilà. Bon, le riverain qui a un besoin de rentrer, le professionnel, la pharmacie qui doit se faire livrer, voilà, on le laissera passer, mais il n'y aura pas d'inscription sur un QR code, Et le principe, c'est que normalement, on ne circule pas en zone rouge pendant les courses. C'est ce qu'on fait pour le marathon, c'est ce qu'on fait pour la course cycliste. Alors, le bémol à ce que je viens de dire, évidemment, il est que les courses ont souvent lieu, enfin, c'est pas souvent, elles ont lieu le week-end pendant les Jeux Olympiques. Bon. Et puis c'est sur des plages horaires qui sont bien plus réduites que le fonctionnement d'un site. C'est beaucoup plus réduit. Et 3 heures après, on démonte tout, c'est assez glissant. Bon voilà, ça ne nous semblait pas fou de fermer complètement la circulation et de n'admettre des dérogations qu'au barrage. Voilà. Donc c'est un peu la règle qu'on a retenue. Et qui est une règle qui est une règle, j'ai envie de dire, de bon sens. Alors, qui ne fonctionne pas malheureusement, qu'on a été obligé d'assouplir à un endroit, c'est en Seine-Saint-Denis pour le paracyclisme, puisqu'en Seine-Saint-Denis pour le paracyclisme, vous avez une boucle où toutes les épreuves se déroulent, et là ça se déroule en semaine, ce qui est un peu plus embêtant, puisque ça se passe du 3 au 7 septembre, et le 7 c'est un samedi, mais tous les autres jours sont des jours de semaine. Donc pour le paracyclisme en Seine-Saint-Denis, qui impacte beaucoup Clichy-sous-Bois, Coubron notamment, mais pas que, on a prévu, là pour le coup, des dérogations et la mise en place de la fameuse plateforme. Uniquement pour cette course, parce qu'elle a lieu en semaine, parce qu'il y a une vie sur ce périmètre et qu'on a voulu permettre aux véhicules d'y rentrer. Alors le bémol, c'est qu'on a tellement écouté ce que nous ont dit les élus dans le cadre des concertations que ce périmètre rouge, on l'a réduit au fil des discussions, et quand vous regardez bien la carte, vous vous rendez compte que le périmètre rouge, il est quasiment identique à la course cycliste elle-même. Donc en réalité, les gens qui vont avoir besoin de rentrer dans le périmètre rouge pour y travailler vont devoir traverser la course. Donc il va y avoir le cumul de 2 règles, à la fois le fait de justifier de son besoin d'y rentrer, et en plus, il faudra couper l'épreuve. Ce pourquoi le COJO a fait des efforts énormes pour assouplir les règles habituelles. Dans la vraie vie, vous ne coupez jamais une course, c'est pas la peine, ça n'existe pas. Et là, le COJO a fait des efforts énormes pour prévoir dans la journée des pauses, notamment à la pause méridienne, la possibilité pour les personnes qui ont des QR codes de traverser la course parce que la compétition n'a pas lieu. Et ils ont prévu également aussi beaucoup de passages pour les riverains de ces zones, de manière à ce qu'ils puissent traverser la voie, y compris pendant la compétition, donc sous le contrôle du COJO et des forces de l'ordre, de manière à pouvoir couper la voie. Voilà. Troisième sujet, évidemment, c'est le plus lourd, c'est le plus impactant, c'est là, évidemment, la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, c'est complètement différent. La cérémonie d'ouverture, c'est à part dans le dispositif que je viens de vous décrire. Là, tout ce dont j'ai parlé, on parle de circulation motorisée. C'est ça, c'est l'impact qui porte sur le motorisé. Là, sur la cérémonie d'ouverture, on a une zone qui englobe la Seine, qui va être mise en place du 18 au 26 juillet. C'est la zone en gris que vous voyez sur la carte, qui en fait coupe tout Paris, qui est moins large sur la périphérie, que ce soit en amont ou en aval de la cérémonie, de la parade des artistes elle-même, qui se déroule du pont d'Austerlitz au pont de Iéna. Mais là, on a une zone où c'est un périmètre antiterroriste, où là, on ne peut pas rentrer sans avoir obtenu une autorisation.
Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus lourd. Là, on n'est pas sur une dérogation de circulation. Pour rentrer dans ce périmètre, il faut avoir obtenu une autorisation. Alors évidemment, les conditions d'obtention sont très larges. Ça concerne les riverains, les professionnels, les personnes qui ont loué des hôtels, des appartements, notamment Airbnb est très concerné dans cette zone. Voilà. Mais il faut s'inscrire préalablement. Et c'est une autorisation. Là, il y a des enquêtes de sécurité. On n'est pas sur, encore une fois, une dérogation à la circulation motorisée. Et ça s'appliquera 8 jours avant. Donc c'est le périmètre gris que vous avez, qui apparaît à l'écran, donc où nous sommes en train d'instruire les demandes qui concernent, c'est la zone pour nous la plus compliquée à gérer, puisqu'on s'attend à avoir jusqu'à 200 ou 300 000 personnes à traiter. Et donc là, on est sur un périmètre antiterroriste, parce qu'il va y avoir une parade avec des athlètes. Donc toute personne qui rentre dans cette zone doit avoir une autorisation et est fouillée, contrôlée, et fait l'objet d'une enquête de sécurité. Évidemment, c'est un dispositif qui est beaucoup plus lourd, mais qui est induit par le fait qu'on va avoir des athlètes, et donc ça va être un défi de sécurité extrêmement élevé. Alors cette zone, je vais très vite pour laisser la place à mes collègues et aux questions. Cette zone, on a prévu des axes traversants, pour ne pas couper Paris en deux, évidemment, et notamment les ponts. Tous les ponts qui sont en aval du pont d'Iéna, pont d'Iéna exclu, seront traversants. Tous les ponts qui sont en amont d'Austerlitz, Austerlitz exclu, seront traversants. Et puis dans le centre de Paris, on a 5 ponts qui seront traversants. Alors le chiffre de 5 ponts n'est pas retenu pour pénaliser les gens, c'est que les autres ponts sont utilisés par le COJO, pour la parade, pour le dispositif technique, et puis pour la cérémonie aussi, artistique, pour le programme artistique. Donc voilà, donc sinon ces ponts, on a 5 ponts traversants. Et pour les gens qui ont l'autorisation de circuler dans la zone, eux pourront traverser sur d'autres ponts où le COJO procède à ces installations. Mais on a prévu des axes traversants au milieu dans le centre de Paris, pour lesquels on n'entre pas dans le périmètre. En fait, on ne fait que traverser, donc on n'a pas besoin de demander d'autorisation. Évidemment, pour nous, c'est un gros dispositif parce que ça implique qu'on contrôle toute cette zone. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Alors, vous avez aussi un périmètre rouge autour de la cérémonie d'ouverture. C'est aussi un périmètre d'interdiction de circulation. Mais là, l'objectif, c'est pas de protéger des piétons qui vont à la cérémonie, puisque dans cette période, du 18 au 26, la cérémonie, c'est le 26. Donc du 18 au 25, on ne protège pas des piétons. On a un périmètre d'interdiction de circulation, tout simplement pour éviter que des véhicules ne se retrouvent coincés par notre périmètre antiterroriste. C'est tout. Donc les dérogations sont les mêmes que pour les autres périmètres rouges, mais elles sont appréciées évidemment très souplement, et il n'y a pas besoin de demander un QR code sur cette zone. Voilà. Dans la mesure où les gens qui ont des choses à y faire pourront y rentrer sans difficulté, et le justificatif sera libre. Évidemment qu'une entreprise qui va livrer, il vaut mieux qu'elle ait son bon de livraison, qu'elle soit capable de justifier l'endroit où elle va. Il n'y a pas d'heure de livraison non plus, puisqu'il n'y a pas de flux de spectateurs. Donc c'est quand même un périmètre rouge qui est quand même beaucoup moins contraignant que les autres périmètres rouges. Voilà, Monsieur le Président, je vais très vite. Je vous dire aussi qu'on a traité la question sensible des travaux immobiliers, des terrasses, des marchés dans Paris, où on a, je crois, fait preuve d'une extraordinaire souplesse pour qu'on puisse continuer à fonctionner normalement. Voilà. L'impact sur les marchés parisiens, il est très limité. Je crois que c'est 10 ou 15%, Juliette, qui sont impactés. 10%. Les terrasses, c'est 5% des terrasses dont on va monter le démontage. Et les travaux immobiliers, on entendait dire partout qu'on ne pourrait pas faire de travaux dans Paris du mois de mars au mois d'octobre. La période, finalement, c'est 1er juillet au 15 septembre. Et grosso modo, à part sur les zones d'approche de spectateurs vers les sites olympiques, sur les voies réservées, évidemment, ou sur l'itinéraire des courses, grosso modo, on a quand même permis largement que les travaux immobiliers puissent continuer dans Paris. Voilà, alors tout ça c'est complexe, et je ne vous cache pas, Monsieur le Président, mais vous vous en doutez, qu'avec les services de l'État, et là je parle au nom évidemment de l'ensemble des services de l'État, on reçoit assez mal les critiques qu'il peut y avoir sur le fait que c'est compliqué, on n'y comprend rien, c'est techno, justement c'est techno pour emmerder le moins possible la vie des gens. Bon. Et c'est vrai qu'on reçoit quand même assez mal. C'est parce que moi, qui suis préfet de police, c'est un peu le patron des flics, quoi. Nous, on est assez, pardon, j'ouvre des guillemets, on est assez bourrin dans la vie. C'est-à-dire que quand il faut faire un truc un peu sécuritaire, le réflexe naturel, c'est de tout fermer, en fait.
c'est de tout fermer. C'est beaucoup plus simple. Vous fermez tout, vous laissez rentrer personne. Et en termes de sécurité, c'est nickel. Sauf que la vraie vie, la vie des gens ne nous permet pas de le faire. Voilà. Donc on est toujours un peu agaçant d'aller si loin dans les dérogations. D'ailleurs, on peut se demander si on n'a pas en fait inversé le principe, tellement on a accordé de dérogations. Si finalement, l'interdiction qui était le principe n'est pas devenue la dérogation, et la règle, c'est la dérogation. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste une façon de dire, parfois, plus on en fait pour que les choses se passent bien, je parle sous le contrôle de Pierre Cuneo, je ne crois pas que dans aucune autre capitale qui a eu organisé les Jeux Olympiques, on soit allé aussi loin dans la conciliation entre la vie économique et la sécurité de nos concitoyens. Et je ne crois pas non plus qu'un responsable, un haut fonctionnaire, on va dire, de l'État, n'ait autant engagé sa responsabilité que je le fais sur ces dispositifs. Parce que le jour où, et ça n'arrivera pas bien sûr, mais imaginez qu'un autobus, parce qu'on a accordé aussi beaucoup de dérogations pour les autobus d'IDFM, beaucoup, y compris en zone rouge. Bon, s'il y a un accident entre des flux de piétons et un véhicule, d'ailleurs quel qu'il soit, peu importe, qui bénéficie d'une dérogation, je ne doute pas une seconde que vous aurez bien des commentateurs, et j'ai un peu d'expérience maintenant depuis le temps que je fais ce métier, qui vous expliqueront pourquoi qui s'interrogeront pour savoir pourquoi on a laissé rentrer des véhicules dans cette zone. Et beaucoup de ceux qui nous critiquent, disent « oh là là, c'est compliqué, machin », auront complètement oublié leur critique. Ça, je parle d'expérience, je l'ai vécu sur d'autres situations un peu similaires. Et là, vous avez toujours les personnes qui vous expliquent après coup ce qu'il aurait fallu faire ou pas. En tout cas, voilà, nous, on a un dispositif qui est souple, qui est volontairement ouvert aux dérogations. On a, là, au moment où on se parle, avec la plateforme, on est en train de monter en puissance sur les instructions. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que beaucoup disent on n'a pas reçu le pass ou il nous a été refusé. Ça, c'est surtout pour la zone grise. Mais les autorisations QR code rouge, en fait, on les envoie maintenant. Voilà, on a pris le temps d'instruction, puis c'est des choses qui vont se faire au fil de l'eau et très rapidement. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur le dispositif, on va dire plutôt circulation. Et voilà. Merci, Monsieur le Préfet. On a bien conscience que c'est pas facile. On a bien conscience que de temps en temps, un coup de gueule, ça fait du bien. Il n'y a pas de souci. Il nous arrive d'en faire aussi. Avant de passer la parole à Monsieur Cuneo, je voulais vous poser une question. Parce que quand on voit les sites sont bien dans des villes, quelles que soient ces villes. Oui. Est-ce qu'il y a une connexion pour l'information des citoyens faite avec les panneaux lumineux des villes? Est-ce que quelqu'un coordonne ça? Parce qu'on a tous dans nos villes des dizaines de panneaux lumineux qui informent les gens en marchant des panneaux. Et ça serait peut-être, si ce n'est pas fait, il faudrait peut-être le faire, le moyen d'informer les gens dans la ville. Tout à l'heure, vous parliez de Coubron, qui est une toute petite ville. Il y a un vice-président de la métropole qui est à Coubron. Peut-être que les panneaux lumineux pourraient informer que de telle heure à telle heure il y a ci, qu'il faut passer par là. Enfin, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais est-ce que c'est prévu qu'on se connecte sur les panneaux lumineux des villes qui seront ravis, les maires, de vous ouvrir cette information-là? Alors, normalement, enfin, je parle sous le contrôle de Pierre, Florent et Hélène. Normalement, oui. C'est-à-dire que tous ces dispositifs, on les a vus avec les élus locaux, chaque maire notamment, mais pas que, donc avec les conseils départementaux. Tout ça a été vu. Je pense que dans la plupart des communes, c'est fait. Nous, on suit moins ces sujets à la préfecture de police, mais l'ensemble enfin, je vois dans Paris pour les arrondissements. C'est ce qu'ils font. D'ailleurs, il y a un dispositif qui est mis en place dans chaque mairie d'arrondissement pour accompagner les personnes. On s'est beaucoup déplacé. Moi, je me suis beaucoup déplacé aussi en Seine-Saint-Denis pour des réunions publiques. Et les élus sont très mobilisés là-dessus. Je pense au maire de Saint-Denis, au maire de Coubron aussi, qui donnent une information, alors par panneau, quand il y en a, ou autre. Mais voilà, on est vraiment très contents. Et je veux dire que les élus locaux nous accompagnent dans cette démarche, même pour ceux qui râlent un peu parce que c'est compliqué. Tous nous accompagnent énormément et je pense, Florent, pour les panneaux, moi je le vois moi-même quand on se balade. Bardon le dira tout à l'heure parce qu'il va prendre la parole tout à l'heure. On va passer la parole aux orateurs successifs. D'abord le directeur des mobilités de Paris 2024, Pierre Cuneo. On a fait le choix d'avoir, et ça a été évoqué y compris par vous, Président, d'avoir des jeux dans la ville, partant du principe que c'était le plus beau terrain de jeu. Et donc oui, dans toutes les Olympiades, comme l'indiquait Laurent Nunez à l'instant, il y a des restrictions. Il y a des voies olympiques, j'y reviendrai. Mais quand c'est en plein Paris et pas à 100 km comme c'était à Londres, pas sur un lieu de forme d'île,
isolé à l'intérieur de Rio de Janeiro, par exemple. Évidemment, Tokyo n'avait pas de spectateurs, les problématiques sont très différentes. Donc du côté des spectateurs, en Ile-de-France, IDFM a fait un travail titanesque pour essayer d'anticiper autant que possible l'offre qui sera disponible en la renforçant. On est par rapport à un été habituel plutôt sur moins 30%, et là il y a une partie, la moitié de ce gap, qui est comblée par une offre additionnelle vue avec la SNCF et la RATP par IDFM pour rehausser donc de 15% l'offre de transport. Et donc vraiment, pour ceux pour qui c'est possible, évidemment tous les métiers de la logistique ne le pourront pas, mais utiliser le transport public, c'est fait pour ça, et nous, 100% des sites sont faits en sorte pour être desservis par les transports en commun pour les spectateurs. À cet égard, ça me permet aussi d'évoquer les panneaux lumineux. On a signé des conventions côté COJO avec l'ensemble des collectivités hôtes, et ces collectivités mettent en place des dispositifs, en mauvais français, dits de venue approach, de dernier kilomètre, qui permettent d'orienter avec de la signalétique, de l'information, et ensuite, là où c'est nécessaire, la prise d'arrêté de circulation ou la prise d'arrêté de stationnement, les derniers mètres qui séparent le réseau de transport en commun, gare ou station, du site olympique. Du côté des accrédités, on est sur des populations très importantes, de l'ordre de 200 000 accrédités à la fois sur la période olympique et paralympique, qui ont des implications en voirie. Je ne reviens pas sur ce qu'indiquait monsieur le préfet de police sur les périmètres dits de déviation et d'interdiction rouge, bleu et gris. J'ajoute juste l'existence d'un réseau de voies olympiques qui vous est parfaitement connu, mais en me permettant juste d'insister sur un point qui est de dire que ces 185 km concernent une voie quand il y en a plusieurs, mais pas l'ensemble de la chaussée concernée. Donc il n'y a pas d'autoroute fermée pendant les Jeux, il y a des voies qui sont réservées, mais qui restent passantes pour les autres, quand elles ne sont pas réservées aux populations accréditées. On a évidemment un dispositif très spécifique pour la cérémonie qu'a détaillé le préfet de police. Ces dispositifs ont fait l'objet d'une large concertation. J'ai eu la chance d'y participer pour certaines avec Laurent Nunez, d'une anticipation très forte via ce qu'on appelle le Travel Demand Management, qui a été piloté, mis en place par l'ensemble des services de l'État et coordonné par Florent Bardon, ici présent, et sur lequel il interviendra s'il le souhaite. Et de dire qu'on est parfaitement conscient du côté du comité d'organisation des difficultés que ça implique. La responsabilité qu'on a tous partagée sous l'égide de l'État, mais avec le COJO, c'est d'essayer de donner en transparence le plus possible les éléments d'information nécessaires pour que vous puissiez le mieux possible anticiper et vous organiser. Et on ne méconnaît pas les difficultés que vous serez amené à rencontrer, mais on se dit que, un, si on vous le dit suffisamment à l'avance, et que deux, vous êtes capable d'identifier via ces périmètres notamment les possibilités pour fiabiliser vos temps de parcours, pour essayer d'éviter de traverser ces périmètres où la circulation sera difficile, voire interdite ou soumise à dérogation, même entendu largement, comme le disait le préfet de police, c'est les outils dont vous avez besoin pour essayer de vous adapter au mieux aux contraintes, il faut quand même dire le terme, que feront peser les Jeux dans la ville, dans la plaque de la région et en particulier de la métropole du Grand Paris. Dernier point, je parle de la métropole du Grand Paris. Il y a un énorme effort qui a été fait, bien sûr, au service des Jeux Olympiques sur les investissements à la fois sportifs et culturels. Il y a aussi un énorme effort qui a été fait pour le vélo, et que le vélo cargo peut être aussi un des éléments de l'héritage des Jeux. Il traverse le périmètre rouge relativement tranquillement, et là aussi on peut faire une différence peut-être durable sur ce dernier kilomètre en termes de logistique urbaine sur laquelle vous avez tellement travaillé. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Bien, Florent Bardon, monsieur le coordonnateur national des mobilités pour les Jeux Olympiques de la DGITM. Donc on peut l'appeler gestion de la demande de déplacement, c'est mieux, c'est mieux en français. Pourquoi on a pris cette appellation anglophone? C'est parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait à Londres sur le sujet, où ça a bien marché. Mais gestion de la demande de transport ou de déplacement, ça marche aussi. Alors, je reviens un instant sur les différents impacts des Jeux Olympiques et Paralympiques sur les déplacements. Il y a des impacts, on l'a vu, aux abords des sites de compétition, avec des effets évidemment de foule quand il faut remplir ou vider les sites de compétition, et puis les périmètres de sécurisation qui vont autour, bien sûr. Il y a des impacts sur la route au sens large, à une échelle plus macro, plus régionale, les voies réservées qui ont été évoquées à l'instant.
et puis potentiellement aussi des fermetures de bretelles ponctuelles pour permettre aux véhicules désaccrédités de rentrer, de sortir et d'emmener la population d'athlètes, notamment en temps et en heure, sur leur lieu d'entraînement ou de compétition. Et puis il y a des impacts sur les transports en commun, avec sur certaines lignes, à certains moments et à certains endroits, évidemment beaucoup d'affluence. De temps en temps des stations fermées, même si on a essayé de minimiser ce nombre de stations fermées, mais évidemment des adaptations à prévoir en fonction de l'affluence olympique sur le réseau de transport en commun. Alors nous, au sein du ministère des Transports, notre rôle a consisté et consiste encore à centraliser l'ensemble de ces informations sur ces différents impacts et de les faire connaître le plus possible, le plus largement possible. Vous avez sous les yeux un exemple de tableau de synthèse sur à la fois les contraintes, mais aussi les alternatives ou les solutions qu'on peut privilégier sur le réseau de transport en commun. On a mis en vert là les endroits où, sur le métro par exemple, il n'y a pas d'impact prévu sur la période, ou peu d'impact, et donc les lignes ou les tronçons de ligne à privilégier. Au contraire, en un message un peu de synthèse, les tronçons de ligne ou les stations qui sont à éviter parce qu'on sait qu'elles seront extrêmement chargées. Donc ça, c'est un tableau de synthèse qu'on a travaillé de la même manière sur le RER et sur le tramway. Et de la même manière, sur la cérémonie d'ouverture, on a un dispositif qui est assez précis et qui évolue beaucoup dans le temps. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour vous le mentionner. On a essayé vraiment, en travaillant très étroitement avec Île-de-France Mobilité et surtout avec la préfecture de police, de minimiser les contraintes sur le système de transport en commun et sur le système de transport d'une manière générale. Le dispositif, il évolue. Il y a la période du 18 au 25 juillet avec l'activation du périmètre 8 jours avant la cérémonie d'ouverture. Et le 26 juillet, la journée de la cérémonie d'ouverture, aussi dans la journée. Le dispositif sera évolutif avec des fermetures progressives, puis des réouvertures de stations ou de tronçons de lignes de métro et de RER dans la journée. À signaler aussi que ce soir-là, les lignes automatiques du métro fonctionneront toute la nuit pour permettre aux spectateurs et aux franciliens de se déplacer, de rentrer chez eux après la cérémonie d'ouverture. Alors, on a évoqué les voies réservées olympiques et paralympiques. Ce petit graphe n'a pas d'autre vocation que d'être visuellement simple. Les voies, elles sont activées sous le contrôle du préfet de police à partir du 15 juillet. Et elles seront toutes désactivées au plus tard le 11 septembre. Et selon la voie considérée, il y a des périodes intermédiaires entre les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques. C'est le cas sur la 4, la 12 et la 13 et sur le boulevard périphérique où les voies sont désactivées. Par contre, sur la 1, elle reste active sur l'intégralité de la période parce qu'il y aura des flux olympiques, y compris entre les deux compétitions olympiques et paralympiques. Voilà. Donc, rapidement brosser l'ensemble des contraintes sur les différents types de réseaux, les réseaux routiers, le réseau de transport en commun, et puis autour des sites de compétition en tant que tel. Alors, pour centraliser cette information, on a conçu un site internet que j'imagine vous connaissez tous déjà parfaitement bien sur le bout des doigts, qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv.fr, relayé par une campagne de communication que vous avez sans doute aperçue dans l'espace public, dans le métro, sur les bus, à proximité du boulevard périphérique, etc., etc. Sur ce site internet, on trouve différents types d'informations et d'actualités, une carte interactive sur laquelle je vais revenir dans un instant, des alertes infos au fur et à mesure que le dispositif s'affine et que les informations sont disponibles, une actualité qu'on publie 2 fois par semaine, une foire aux questions qui est également enrichie au fur et à mesure des questions que nous recevons sur le site internet et des réponses que nous apportons à l'ensemble des personnes qui visitent notre site. Et puis 2 autres types d'informations sur lesquelles je vais revenir, des outils d'information pour les collectivités comme pour les professionnels, et des pages plus spécifiques sur les impacts locaux autour des villes hautes qui reçoivent des épreuves. Alors, si ça marche, oui, super. On a conçu, alors par contre on n'est pas obligé de mettre le son, voilà, super, merci beaucoup, une carte interactive sur notre site internet qui permet de visualiser en prévisionnel, à la fois sur
les routes et les transports en commun, ces différents impacts dont je vous parlais. Vous pouvez choisir votre mode de déplacement, donc là en l'occurrence les transports publics, rentrer une adresse et qui vous permet de vous situer sur l'Île-de-France. Là en l'occurrence c'est un exemple dans le 16e arrondissement et vous voyez apparaître les stations et lignes environnantes de cette adresse. Ici ça apparaît en vert, on peut choisir la date et l'heure qui nous intéresse et donc ça évolue heure par heure, jour par jour, comme vous le voyez quand on clique sur la petite flèche pour naviguer dans le temps. On voit la charge prévisionnelle dans le réseau de transport en commun ou sur la station considérée. Là, c'est la station Excelmans. On peut sélectionner une ligne de métro ou de RER qui nous intéresse. De la même manière, sur les aspects routiers, on a fait figurer les différents périmètres dont le préfet de police a expliqué le fonctionnement tout à l'heure. On a fait figurer également sur cette carte l'ensemble des voies et itinéraires olympiques. Voilà, donc c'est un exemple d'information et de manière de synthétiser, de formuler cette information sur notre site internet. Il y a d'autres types de communication, notamment sur des informations locales autour des sites de compétition en tant que tels, avec des pages consacrées aux villes hôtes. Dedans, on trouve à la fois de l'information sur les épreuves en tant que telles, pour le détail des horaires et de quel type de sport, quel type de compétition. On trouve aussi du détail de manière plus statique que sur la carte sur les différents périmètres. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et puis, de la même manière, sur les transports en commun. On a édité aussi, et ça répond peut-être à une partie de votre question, Monsieur le Président, des petits guides de synthèse territoriaux pour l'information des riverains, des communes en particulier, qui peuvent être distribués en boîte aux lettres ou intégrés dans une revue municipale, par exemple, et qui synthétisent localement les principaux impacts. Donc ça a été conçu évidemment avec les préfectures concernées et avec les élus locaux. À l'attention des professionnels, nous avons également conçu une communication spécifique, un petit guide de synthèse qui s'appelle l'essentiel pour les pros, un outil de plan d'action personnalisé qui permet, par une série de questions qui sont posées, de générer un plan d'action adapté à son activité. Alors évidemment, c'est assez générique, mais ça permet de se poser les bonnes questions et d'avoir des pistes de solutions ensuite. Et puis également l'ensemble des outils qui ont été développés dans le cadre de ce groupe de travail, les outils J'optimise, sur lesquels je ne reviens pas puisque M. Genestier et Xavier Valère vont y revenir dans un instant. Juste également pour signaler une web-série que nous diffusons sur notre site internet où c'est des témoignages de professionnels qui, pour leur activité, ont besoin de s'adapter pendant les Jeux et qui expliquent à leurs pairs, finalement, comment ils adaptent leur propre logistique ou leurs propres activités. En termes de communication pure, pour les professionnels comme pour les collectivités, d'ailleurs, on met à disposition un certain nombre de kits de communication, des outils qui sont à télécharger et à utiliser tout à fait librement dans les différentes communications que vous pouvez faire, des conseils qui sont déjà pré-rédigés pour faciliter le plus possible cette communication vers un public le plus large possible, quel que soit le type de public visé, les riverains pour les collectivités, vos salariés pour les professionnels. Voilà ce qu'on met à disposition sur notre site. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, Hélène Croze, secrétaire générale aux politiques publiques à la préfecture de région, avez-vous quelque chose à ajouter ? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref parce qu'en effet, l'essentiel a été dit. Nous, on a fait le service après-vente du site Anticiper les Jeux. Donc, on a conduit 6 ateliers parisiens sur les grands sites d'épreuves parisiens. On a illustré, on a montré comment on pouvait utiliser le site à l'échelle d'une entreprise. On a pris quelques exemples et puis les équipes de la préfecture de région ont travaillé pour montrer à quel moment les salariés, par exemple, pouvaient facilement arriver, à quelle heure, par contre, il était un peu plus compliqué de se lancer dans les transports. Voilà, on a essayé de délivrer une information opérationnelle et pédagogique pour que chacun puisse s'en saisir. On a également réuni les acteurs économiques avec le MEDEF, l'UDP, la CPME, et puis les syndicats de salariés patronaux à l'occasion d'un EDSR. Voilà. On a également conduit quelques webinaires avec, là encore, par territoire, et puis avec l'ARS, puisque évidemment, l'ARS, avec
les hôpitaux à un enjeu de déplacement très fort, aussi bien pour les patients que pour les soignants qui puissent accéder aux hôpitaux. Donc voilà sur l'aspect travel. Gestion de la demande de déplacement. Voilà, merci Florence. C'est vrai que moi aussi je préfère. Le TDM, j'ai toujours du mal à le développer. Vous obtenez le consensus, je vous félicite. Une fois de plus. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, on a construit, ont été construites, voilà, sous la maîtrise d'ouvrage du COJO, enfin avec les collectivités, 150 km de pistes cyclables juste pour les Jeux, avec une grande partie, 115 km de pistes pérennes, et puis le reste étant provisoire, qui vient de s'ajouter aux près de 250 km de pistes existantes et qui permettront de desservir l'ensemble des sites olympiques. Les collectivités, les communes, avec l'aide des préfectures également, ont jalonné les parcours, là aussi pour répondre à votre interrogation. Les parcours sont donc signalés et les sites d'épreuve largement indiqués. Vous avez évoqué également, Monsieur le Président, les parkings et les offres Vélib et Free Floating que vous avez vous-même accompagnées. Voilà. Je voudrais dire un mot, mais peut-être en guise de transition avec ce qui sera dit plus tard sur la marchandise. Monsieur le préfet de police, vous avez évoqué l'impact sur la Seine des zones silt et puis de la zone protégée pour la cérémonie. Donc c'est vrai que la préparation et la tenue de la cérémonie vont impliquer des fermetures de la navigation. Et là encore, il y a eu un gros travail avec les acteurs économiques et puis les acteurs de la Seine, avec VNF et Aropa, pour définir les modalités de fermeture et également de passage, la définition des créneaux de passage sur les périodes de fermeture, donc 18-19 juillet, avec des créneaux réservés. Et puis ensuite, du 20 au 27 juillet, avec une interdiction totale. On aura quand même, pour les céréaliers, le 27 juillet, des créneaux de passage dès que la cérémonie sera terminée. Voilà, on aura également des interdictions de navigation durant les épreuves en Seine. Et puis une réorganisation de la navigation au droit du village olympique, puisque la partie le bras principal de la Seine finalement sera en zone protégée, et donc VNF et Aropa ont réaménagé le bras de Gennevilliers qui permettra aux navigants de continuer d'exploiter d'emprunter la Seine comme moyen de transport pour leurs activités commerciales par le bras de Gennevilliers. Je voulais également signaler qu'a été mis en place un point unique au niveau de VNF qui délivrera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une information, une assistance téléphonique, et puis qui permettra également d'assurer la réservation des créneaux de navigation sur les temps où ce sera réglementé, et puis qui gérera à distance l'alternat de Gennevilliers de sa mise en place jusqu'à la fin de cette modalité particulière de navigation sur la Seine. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais ajouter à tout ce qui a déjà été dit. Merci, Madame Croze. On va passer à la logistique urbaine des JO. Je propose, Président, qu'on laisse la parole à Xavier Yves Valère pour qu'on puisse, en tant que chef de la mission fret et logistique de la DGITM, eh bien, avoir des précisions sur les outils, notamment J'optimise, qui permet eh bien, de cadrer d'autres outils comme Visualise, Itinérise, Circulise et Numérise. Voilà. Il va parler de J'optimise, c'est ça? Oui, notamment. Il y a un petit côté Astérix et Obélix, mais voilà. Mais bien. Il faut bien que les professionnels choisissent le nom de leurs outils. Donc, voilà, il y a un peu de guise. Peut-être vous dire d'abord que depuis février 2023, on travaille avec la métropole du Grand Paris et avec 36 fédérations. Donc, c'est toutes les fédérations professionnelles qui livrent et toutes les fédérations professionnelles qui se font livrer. D'accord ? Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est su par le grand public, mais c'est un travail de fond avec toute leur représentation professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir le temps d'anticiper, de construire des outils. Et pardon, il y a les acteurs publics qu'il faut associer aux fédérations aussi. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même 130 participants dans cette affaire-là, c'est ouais. Pas rien. Et en fait, on avait tous été piqués au vif par Londres.
qui avait la chance d'avoir une organisation préexistante, et on s'est dit, et si on faisait pareil à l'échelle de la métropole du Grand Paris? Et on l'a fait. Donc on a fait deux outils qui nous ont été très demandés par les professionnels. D'abord, ils nous ont dit, on veut que ça soit lisible. On a bien compris qu'il y avait 754 sessions de sport, donc il y a des moments où ça va être ouvert, des moments où ça va être fermé, quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que c'est fermé, quand est-ce qu'on peut faire nos tournées. Donc ça, c'était compliqué pour eux. Ils voulaient que cet accès il soit simple. Donc d'abord, ils nous ont dit des outils pour que ça soit lisible et accessible aux livreurs, accessible aux commerçants. La deuxième chose qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir une qualité de l'information, de la réglementation dans leur logiciel d'itinéraire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez Google, vous savez prendre un transport en commun, vous savez faire du covoiturage, vous savez vous déplacer. Quand vous êtes en 19 tonnes, vous ne savez pas où vous pouvez passer en dehors du réseau structurant. Vous n'avez pas forcément accès à la réglementation de la commune qui vous dit où est-ce qu'il y a un problème de gabarit, où est-ce qu'il y a un problème de poids, où est-ce qu'il y a un problème d'horaire de livraison. Cette réglementation, elle est méconnue par les professionnels. Donc c'est les deux choses qui nous ont demandé de répondre, et on a fait deux plateformes. Une plateforme de services pour les professionnels que je vous présente, et une deuxième plateforme dialogue qui est une plateforme de services pour les polices de voirie, pour que les polices de voirie puissent communiquer au logiciel d'itinéraire. Première plateforme d'outils, j'optimise. Hop là j'ai été un peu bavard, donc vous garderez ça. La lisibilité, on l'a fait avec deux outils. Une carte qui s'appelle Visualise. Elle permet en fait à chaque acteur économique de comprendre où est-ce qu'il y a une densité d'acteurs à livrer et quelles sont les zones rouges, les zones d'accès, enfin toute la réglementation mise par la préfecture de police pour être en capacité de caler sa tournée. Donc, Visualise, ça permet de caler une tournée. Et vous avez un autre outil qui s'appelle Itinérise, c'est un calculateur d'itinéraire. Vous êtes livreur, et vous tapez l'adresse de livraison, et cette adresse de livraison va vous proposer un parcours qui intègre toutes les activations de voies olympiques interdites, de zones bleues, de zones rouges. Vous n'avez pas à vous poser la question, vous dites l'heure à laquelle vous passez, et ça vous permet d'y arriver. D'accord ? Les professionnels nous ont demandé encore deux autres outils, des outils pour faciliter leur relation avec les forces de l'ordre et pour faciliter leur relation avec les autres livreurs. Donc ils nous ont demandé, contre toute attente, de créer un QR code supplémentaire. Alors c'est peut-être pas la peine de le dire au grand public, mais ils nous l'ont demandé. Ils nous ont dit, nous, il va y avoir plein de forces de l'ordre, ils ne sont pas forcément au courant, on est peut-être la dernière roue du carrosse, et ils étaient très inquiets. Et donc, ils nous ont dit on aimerait bien pouvoir leur présenter avec un QR code et avec leurs smartphones spéciaux, avec leur dispositif Néo, d'avoir accès à une information sécurisée qui dit oui, je suis bien une entreprise enregistrée, oui, j'ai bien un bon de livraison et effectivement, j'ai une matière dangereuse, mais c'est du parfum que je vais livrer dans le magasin juste à côté pour que les forces de l'ordre puissent le vérifier avec leurs outils internes. Donc, un outil qui est pas obligatoire, mais qui sécurise et qui va faciliter la relation avec les forces de l'ordre. Eh bien, écoutez, il a déjà du succès, parce que 3000 entreprises se sont mises sur la plateforme, et il y a déjà plus de 25 000 véhicules qui sont enregistrés dessus. Et ça va faciliter le travail des forces de l'ordre pour pouvoir identifier le livreur et lui permettre de passer en conduite ou de le refuser si c'est pas possible. Le deuxième outil pour faciliter leur vie, c'est un disque numérique. D'habitude, un livreur, en fait, il s'arrange avec son voisin et il lui dit moi je vais prendre l'aire de livraison à 7h et puis je te la libère à 7h30 et comme ça, ils se partagent la voie. Là, ça va être un peu plus compliqué de le faire. Et donc, ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir la faculté de dire j'occupe l'aire de livraison, je la libère. Le disque numérique, c'est un disque pour dire je suis là, et dès qu'ils partent, ils n'ont même pas besoin d'appuyer sur le bouton, on détecte automatiquement qu'ils s'en vont. Et ça va permettre en fait à des professionnels sur des zones tendues de disposer d'un outil pour pouvoir se réguler. Voilà, ça c'est les 4 outils qu'on développe pour les professionnels avec les commerciaux et qui vont leur permettre d'avancer un peu. La plateforme pour les collectivités, c'est important. En fait, sur les 11 premières ZFE, vous avez 250 dérogations, toutes légitimes, faites par les différentes métropoles. Mais elles ne se sont pas toutes concertées pour regarder quels étaient le niveau de dérogation. Et les professionnels nous ont dit, ce serait bien
d'avoir un même outil unique, mais paramétrable par chaque collectivité, et qui va permettre finalement à une collectivité de ne pas être obligée de réinventer un outil à chaque fois qu'il doit mettre en place sur mesure une ZFE. Et pour ça, on a construit une base de données qui s'appelle Dialogue. Cette base de données, elle reçoit toute la réglementation qui intéresse un poids lourd. Gabarit, poids, heure de livraison. Et sur cette base de données, on a pu la négocier avec les grands logiciels d'itinéraire. Google, Waze, TomTom, IR, tous les logiciels professionnels sont obligés de la requêter, peuvent la requêter et donnent en fait une information au livreur sur les endroits dans lesquels on ne veut pas de poids lourd parce que la police de la voirie leur a interdit l'accès. Et du coup, le chauffeur, il a une information sécurisée, il ne se retrouve pas face au pont ou au mini-tunnel, mais il se retrouve avec un itinéraire qui lui permet d'avancer. Alors pendant les JO, on a pris la réglementation de la préfecture de police, on l'a mis dans Dialogue, et finalement, on est capable d'alimenter J'optimise. Parce que les services des professionnels, pour donner une information sécurisée, ils ont besoin de la base de données nationale, la base de données Dialogue. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'après les Jeux, elle est encore à la disposition des communes. Et si vous observez des poids lourds qui ne vont pas là où vous avez envie, peut-être qu'il faut remplir le formulaire Dialogue pour que le logiciel d'itinéraire y permette aux poids lourds de respecter votre réglementation. C'est en tout cas un héritage qu'on vous donne. Et ce que nous, on fait avec cette base de données Dialogue, c'est qu'on vous garantit que tous les outils numériques, pas simplement Waze, mais la totalité, auront accès à cette formation. L'enjeu pendant les JO, ça va être d'être en dynamique avec la préfecture et avec le COJO. À chaque fois que vous déplacez une épreuve, il faudra nous le dire. On le mettra dans Dialogue et promis, les professionnels sauront tout de suite dans leurs outils qu'il y a une zone bleue qui vient d'être décalée et qu'une zone rouge vient d'être décalée et ils ne se présenteront pas devant la zone bleue ou la zone rouge. Voilà les quelques outils d'innovation qu'on a développés avec la métropole du Grand Paris et avec les professionnels. Merci, Monsieur Valère. C'est passionnant tout cela. Je vais rappeler quand même deux acteurs qui sont autour de la table et qui ont été très très importants. Jérôme Douy, qui est le directeur délégué multimodal développement pour TLF, donc Transport et Logistique de France, et qui a organisé très en amont un grand nombre de réunions avant même que nous puissions, dans le cadre du pacte logistique métropolitain, organiser toutes ces réunions avec les partenaires publics, mais aussi avec tous les partenaires privés qui ont été évoqués par Xavier Yves Valère et qui touchent effectivement à tous les métiers de la logistique. Mais alors, on parle de la logistique et des logisticiens, mais il faut aussi parler des chargeurs, ceux qui détiennent la marchandise. Et là aussi, on est allé les voir pour savoir un peu quelles étaient leurs volontés, notamment à travers les Jeux, et président, évidemment, monsieur le préfet de police, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme héritage et comment on va pouvoir modifier les comportements des logisticiens et des chargeurs pour qu'on soit évidemment plus vertueux. Et donc, alors, il faut peut-être pas le dire trop fort et trop haut, mais il faut dire quand même que tous les outils qui sont mis en place là, la coordination de tout ça, assurée par tous les acteurs de l'État, en particulier de la métropole, évidemment, avec cette action primordiale de la préfecture de police, c'est une première mondiale. Alors, on ne le dit pas trop fort parce que on attend de voir comment les choses vont se passer. Et on pourra peut-être le crier très fort et très haut après que les Jeux soient passés. Mais je pense qu'on pourra faire un cocorico sur ce sujet après, en se disant que l'héritage sera mis en place. Donc, je voulais citer évidemment Jérôme Douy, que je viens de signaler, qui a beaucoup travaillé, qui a participé notamment à plusieurs groupes de travail, puisque nous avons mis en place des groupes de travail, et notamment de communication. Et donc là, évidemment, ce n'était pas remplacer l'État, mais la communication, c'est comment on fait pour parler avec le langage qui convient à tous les acteurs économiques, et notamment ceux du froid, de l'hyperfroid, des produits frais, de l'hôtellerie, la brasserie. Tout le monde y est passé. Et je sais que monsieur le préfet a eu beaucoup de questions sur les plombiers, les électriciens, les ascensoristes, etc. À chaque fois qu'on s'est vu, on a eu cet échange. Et vraiment, ils ont tous été traités avec une spécificité qui est particulière pour chacun de ces métiers. Et puis, à ses côtés, rappeler aussi le rôle de Jean-André Lasserre, qui a été quand même, qui a réalisé un travail très important en tant que directeur du programme Interlude,
Alors, Interlude, vous savez, c'est la logistique urbaine durable, voilà, parce qu'il faut toujours expliquer, évidemment, et c'est pas de l'anglais, voilà, donc c'est vraiment, c'est du français, du parfait français, porté par le CEREMA, et Jean-André Lasserre nous a beaucoup aidé pour assurer la vulgarisation de l'ensemble de ces activités, et faire qu'on ait réalisé un grand nombre, d'ailleurs, de conférences de presse très ciblées et toutes les actions qui ont pu être menées avec chacune et chacun. Ainsi, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, la métropole a été vraiment dans sa mission, qui est de regrouper l'ensemble des maires et l'ensemble des acteurs et de faire que nous puissions avoir des étapes aussi après le pacte logistique métropolitain qui avait été monté en 2018 et réactualisé en 2020 et 2022. Eh bien, les Jeux Olympiques, pour nous, c'était l'occasion, encore une fois, de traiter tout le monde et faire très en amont, très en avance de phase, puisque c'est janvier-février 2023 où les groupes de travail ont été mis en place. Et où, eh bien, ensuite, on a pu préparer les choses pour que l'État puisse eh bien, nous rejoindre et évidemment apporter son grand savoir. Ainsi, avoir une carte de l'existant, avoir un QR code pour la zone bleue, avec le volontariat, le disque numérique, mais aussi l'itinéraire pendant les Jeux Olympiques. Ça, c'est aussi un élément qui est important et sur lequel beaucoup, en fait, ont interrogé, permet aujourd'hui d'avoir une multiplicité, c'est-à-dire des milliers, des dizaines de milliers d'interlocuteurs qui, normalement, devraient suivre les consignes pour que leur vie soit facilitée pour abreuver, pour nourrir et pour desservir les populations métropolitaines. Donc, l'héritage est en train de se préparer. La première mondiale, on pourra faire cocorico, eh bien, après, quand tout ça terminé. Et je pense que, alors même que la logistique n'est pas cernée par pléthore de lois, sans avoir de loi, il me semble qu'il faut qu'il y ait des acteurs dans ce pays qui permettent d'insuffler dans le domaine privé de nouveaux comportements. Et je crois que la métropole, évidemment avec tous les acteurs publics qui sont ici, et les acteurs privés, a permis d'insuffler cela pour que ces comportements changent et changent radicalement après les Jeux Olympiques. En tout cas, on sera là pour évidemment parfaire tout cela et faire que nous puissions nous mettre en ordre de bataille. Nous étions avec Monsieur le Préfet il y a quelques semaines, nombreuses maintenant, à Rungis. Rungis nous donnait un chiffre, c'est plus 10% d'activité. Plus 10% d'activité dans tout ce qui est nourriture. Il faut qu'on soit en ordre de bataille pour que tous ces acteurs de Rungis soient en capacité de livrer et que l'économie soit non pas à l'aune d'un restaurateur qui viendrait vous dire, Monsieur le Préfet, je ne peux pas continuer parce que mes clients ne peuvent pas venir. Eh bien, ça n'est pas le cas. Tout est organisé à la fois pour les clients et surtout de notre côté, parfaire les éléments pour que la logistique soit au plus parfait également. Voilà, Monsieur le Président, quelques mots. Merci, cher Jean-Michel. Mais de toute manière, Monsieur Valère, et j'optimise, y veille. Vous vous souvenez de nos discussions premières, tout à fait au début. Moi, je remercie toute l'équipe. Là, franchement, vous avez fait un travail exceptionnel. Monsieur le Préfet, est-ce que vous savez, c'est tout aussi exceptionnel, le travail que nous avons fait, nous, pour recoudre un peu les fractures urbaines à l'est de Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce qu'il y a les circulations des marchandises, il y a les circulations des véhicules, il y a aussi les circulations des piétons et des cyclistes. On a quand même financé 9 projets de passerelles. Je sais pas, vous le savez ? 9 projets de passerelles pour 60 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Et le franchissement média entre Digny et le Bourget n'est pas le moindre, celle de la Hanche, la Courneuve non plus, etc., etc. Donc moi, je me réjouis de ce travail qu'on a fait, qui est complémentaire de tout ce que vous dites, parce qu'on crée des infrastructures, pour l'héritage bien sûr, mais qui permettent là, maintenant, de faciliter les flux des piétons et des cyclistes, par exemple. Bon JO, et puis s'il y a quoi que ce soit d'ici là, il faut rejoindre M. Genestier. Allez, merci beaucoup. Merci.